7h43, c'est le petit déjeuner politique de Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national et députée du Pas-de-Calais. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. 8e prise de parole d'Emmanuel Macron en 9 mois sur le Covid. Le chef de l'État a donné un calendrier en 3 temps, des perspectives notamment jusqu'au mois de janvier. Est-ce qu'il a été à la hauteur, en tout cas, de vos attentes hier soir ? Non, absolument pas. Mais vous savez, je suis en désaccord depuis le début sur la gestion qui est faite par Emmanuel Macron de cette crise sanitaire. Je pense que des erreurs grossières ont été commises, qui ont mis le pays dans une situation très grave, et que les décisions qui sont prises sont des décisions que je ressens comme arbitraires. Ouais, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai eu hier soir. Mais quelles erreurs alors? Bon, parce qu'on en a beaucoup parlé sur celle du mois de mars, quoi. Non, mais j'ai aucun problème. Nous, on a même fait un livre, le livre noir du Covid, sur toutes les erreurs qui ont été commises pendant la première vague, puisqu'on dit ça comme ça. Incontestablement, aujourd'hui, cette seconde vague démontre que Monsieur Déconfinement, c'est-à-dire Monsieur Castex, qui était chargé du déconfinement, le Premier ministre, a échoué sur toute la ligne, puisqu'il y a eu précisément cette deuxième vague. Cette deuxième vague n'a pas été anticipée. J'avais demandé, moi, au mois de mai, par question écrite, quels étaient les dispositifs qui allaient être mis en œuvre pour éviter cette seconde vague, et quels seraient les dispositifs en cas de seconde vague. Évidemment, rien n'avait été prévu, et aujourd'hui, hier soir, moi j'ai eu un sentiment d'arbitraire terrible. Je ne sais pas ce qu'il en est des Français, mais j'ai eu vraiment un sentiment d'arbitraire terrible. C'est-à-dire, alors qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quand on autorise 30 personnes, quand même, non mais pardon, quand on autorise 30 personnes pour les cultes, dans les lieux de culte, pourquoi 30? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas donné un nombre de personnes en fonction des mètres carrés des lieux de culte? Il est évident que dans des basiliques qui peuvent contenir 20 000 personnes, comme c'est le cas à Lourdes, 30 personnes, c'est ridicule. Bon, donc on ne comprend pas, c'est arbitraire. On a le sentiment qu'on prend des décisions qui ne sont fondées sur aucune rationalité. De la même manière, on augmente à 8 mètres carrés pour les petits commerçants, sachant que pour beaucoup d'entre eux, c'est quasiment intenable. Et qu'évidemment, on va avantager encore plus la grande distribution. Alors même que déjà elle a été très avantagée tout au long de cette crise sanitaire du Covid. Les stations de ski, pourquoi ne pas réouvrir les stations de ski? Bon, tout ça c'est encore en discussion, même si pour l'instant c'est fermé, quoi. Non, c'est pas en discussion. Vous à partir du moment où on est d'ici 2 ou 3 jours, le 1er décembre, et que vous ne dites pas il est autorisé d'ouvrir les stations de ski pour les vacances de Noël, c'est fichu. Les gens ils décident pas de partir au ski, pardon, mais 10 jours avant de partir. Non, mais on dit qu'il va y avoir des discussions là encore dans les 2-3 jours avec Jean Castex. Bon, ça n'existe pas. On continue à maintenir fermés. Il n'y a pas de discussion avec ce gouvernement, c'est ce que vous dites. On continue à maintenir fermés les restaurants et les bars. On va tuer cette filière. Moi, je suis terriblement inquiète pour cette filière dont nous savons d'ores et déjà qu'un grand nombre ne pourront pas s'en sortir. D'ailleurs, j'aimerais que le gouvernement réfléchisse à mettre en place une procédure pour limiter, comme pour les SARL, la responsabilité des indépendants qui risquent de se voir recherchés sur leurs biens propres, alors même qu'ils n'ont aucune responsabilité dans la situation actuelle. Donc, sur les restaurants, il y a eu une annonce hier soir d'une aide à hauteur de 20% du chiffre d'affaires. Ça va dans le bon sens ? Oui, non, mais tout ce qui contribue à les aider va dans le bon sens. Mais est-ce que ce sera suffisant? Ça, c'est une vraie question. Parce que on avait réclamé, dès le début du premier confinement, l'annulation des charges sociales et des charges fiscales. Je vous rappelle que le président de la République avait dit que s'il n'y avait pas de recettes, il n'y avait pas de charges. Or, ça n'est pas le cas. Disons clairement les choses, ça n'est pas le cas. Oui, il y a quand même en fait des ajustements, des allègements pour certains, mais ça ne va pas jusque-là. C'est ce que vous dites, il faudrait aller beaucoup plus loin. Oui, mais pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour prendre des décisions, laissant, encore une fois, ces commerçants, ces indépendants, ces artisans dans l'incapacité de se projeter? Donc dans une angoisse psychologique. Je l'avais dit d'ailleurs lors du premier confinement, j'avais dit mais pourquoi est-ce que vous opérez comme ça cette persécution psychologique plutôt que de dire voilà on annule? Ben non, ils ont dit on reporte. Donc évidemment nous avons aujourd'hui des milliers d'entreprises qui sont en danger de faillite. Où le bas blesse, Marine Le Pen? Est-ce que c'est vraiment l'exécutif, le gouvernement, ou Emmanuel Macron en fin d'intervention hier a parlé en fait de l'administration qui a du mal à se mettre au pas?
Non mais pardon, l'administration, elle peut très bien souffrir de lourdeurs bureaucratiques. Oui. Mais quand on est président de la République, on le sait ça, qu'il peut y avoir des lourdeurs bureaucratiques. Donc on adapte les propositions que l'on fait à cette lourdeur bureaucratique. Lors du premier confinement, j'avais suggéré que la Banque de France, sans condition, sans critères, verse directement à toutes les entreprises de moins de 1000 salariés, 1500 € de forfait plus 1000 € par salarié pour éviter qu'on se retrouve dans une situation où les entreprises n'aient plus de trésorerie, n'aient plus de fonds propres. Ça, c'était tenir compte des éventuelles lourdeurs administratives. On n'a pas fait ça. On a dit aux entreprises, alors voilà, vous allez déposer des dossiers auprès de 3 organismes différents. Alors il y a le prêt garanti par l'État, et puis il y aura le fonds délivré par les régions, et puis il y aura... Mais est-ce que vous vous rendez compte de ça? On a aggravé en fait cette lourdeur bureaucratique. Ouais. Le confinement, alors si je vous suis, n'était pas complètement justifié. Hein, c'est ce que vous entendez là en fait à l'instant. Quelles mesures vous proposeriez là si vous étiez justement en responsabilité? Alors, qu'est-ce que vous feriez pour les semaines qui viennent face à la situation en fait aujourd'hui? Non mais moi je rouvrirais avec le respect de règles sanitaires qui soient évidemment comment dire, faisables. Sur les restaurants, par exemple, quoi. Sur quoi? Sur les salles polyvalentes aussi? Non, mais pardon. Les restaurants sont fermés. Oui. Les restaurants d'entreprise sont ouverts. Oui. D'accord? Oui. Il y a moins de monde parce qu'il y a beaucoup de télétravail. Non, mais pardon. Les restaurants dans les prisons sont ouverts. Les restaurants dans les écoles sont ouverts. Donc, pourquoi est-ce que il y a des restaurants qui peuvent être ouverts et puis il y en a d'autres qui sont fermés? Là encore, on est dans une forme d'arbitraire. On a l'impression que les décisions ont été prises en jetant des dés ou en jouant à Amstringram. Et ça, c'est un sentiment que nous avons depuis le début. Concernant le confinement et concernant le couvre-feu, moi je suis désolé, je vous renvoie à une analyse qui a été faite, pardon de faire de la publicité pour un autre organe de presse, mais dans l'émission de M. Pujadas sur LCI, indiquant que l'analyse des eaux usées démontre que le virus avait baissé en intensité avant même le confinement et le jour avant même que les effets du couvre-feu se fassent sentir. Donc ça, ce sont des éléments que vous n'avez pas, que moi je n'ai pas, mais que le gouvernement a en main. Est-ce que Emmanuel Macron a estimé qu'il va mettre une stratégie sanitaire en place, là, en fait, de nouveau autour du dépistage et des tests et ensuite le vaccin? Est-ce que sur le dépistage et les tests, est-ce que vous avez vu de la clarté dans ce qui a été annoncé hier soir? Non, enfin, pour être tout à fait honnête, je crois savoir que le Premier ministre va prendre la parole jeudi. Donc, pour être plus précis, parce que par exemple, tout le monde s'interroge sur l'isolement contraignant. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit, cet isolement contraignant et des gens qui sont atteints un dépistage massif en fait de tests, comme le suggère par exemple à l'échelle d'une région Laurent Wauquiez, ça serait imaginable pour vous? Moi, je pense très honnêtement qu'il faut tester les gens qui ont des symptômes et les cas contacts de ces gens qui ont des symptômes. Voilà, c'est ce que je pense. Je ne suis pas sûr que le dépistage massif tel que l'envisage M. Wauquiez ait une réelle efficacité. Mais surtout, ce qu'il aurait fallu faire, pardon de revenir sur le passé, mais je pense que nos malheurs d'aujourd'hui sont quand même liés aux erreurs du passé. Il aurait fallu, pendant le premier confinement, tester tous les gens qui travaillaient. Parce qu'en fait, on a bloqué les gens pendant 2 mois. Donc on pouvait imaginer que les gens qui étaient bloqués pendant 2 mois, eux, n'auraient pas le virus en sortant. Mais tous ceux qui travaillaient, qui continuent à travailler, il y en a eu beaucoup, il faut leur rendre hommage d'ailleurs, parce que ce sont eux qui nous ont permis de nous nourrir, de nous transporter quand c'était nécessaire, de nous soigner bien évidemment, concernant les soignants. Eh bien, si on avait testé massivement tous ceux qui travaillaient, eh bien, nous aurions à la fin du confinement pu sortir en n'ayant plus de virus en circulation sur le territoire national. Marine Le Pen, sur la contrainte à l'isolement, Emmanuel Macron a parlé en fait d'amende peut-être plus forte. Il veut un débat sur ce sujet. Vous êtes favorable en fait aussi à ça, sur ceux qui ne respectent pas l'isolement? Mais encore une fois, arrêtons de prendre des décisions qu'on ne peut pas mettre en œuvre. Pour avoir un débat, Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer les policiers chez les gens? À un moment donné, il faut regarder la réalité en face. Est-ce qu'on va envoyer des policiers chez les gens positifs pour voir si les gens sont bien chez eux? Comment ça va se passer? Donc moi j'attends, encore une fois, je ne fais pas de procès d'intention. Mon objectif, c'est pas d'être en permanence dans la critique. Je crois avoir fait des propositions tout au long de cette crise sanitaire. Certaines d'ailleurs ont été reprises par le gouvernement, mais bien trop tardivement. Je pense à la
maîtrise de nos frontières. Enfin, celle-là, pour le coup, n'a pas été mise en œuvre. Mais je pense aux tests, je pense évidemment aux masques. Moi, au moment où le gouvernement disait ne mettez surtout pas de masque, c'est extrêmement dangereux. D'ailleurs, on ne sait pas les mettre parce qu'on est des idiots. Et c'est même contre-productif. C'est même dangereux. Moi, je disais, il faut massivement que tout le monde puisse mettre des masques pour éviter la circulation. Donc, vous voyez, pourtant, je ne suis pas médecin, je ne suis pas expert. J'ai juste une chose que le gouvernement n'a pas et qu'Emmanuel Macron n'a pas. C'est du bon sens. Bon, il doit y en avoir quand même un petit peu au sein du gouvernement, quoi. Même Macron a parlé et a prononcé ce mot de bon sens, en fait, hier. Il faut avoir du bon sens, il a dit. Notamment pour les réunions en famille. Le problème, c'est que le mot chien ne mord pas, voyez-vous. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on dit quelque chose que c'est une réalité et que ça a une efficacité. Non, il n'y a pas de bon sens dans la gestion de cette crise sanitaire. Chaque Français a pu s'en apercevoir parce que les Français, eux, il n'en manque pas de bon Marine sens. Le Pen, le président a été clair sur le vaccin, il ne sera pas obligatoire, c'est une bonne chose. Ah oui, c'est une bonne chose, bien sûr. Oui. Bien sûr. Moi, j'ai été tout à fait opposé à la vaccination obligatoire. Je pense d'abord qu'à la différence peut-être d'Emmanuel Macron et de Jean Castex, que les Français sont des majeurs. Vous êtes optimiste justement sur ce vaccin quand même ? Sont des citoyens libres. Oui, mais vous êtes optimiste ou pas sur ce vaccin ? Et ce sera une solution au printemps ? Je le souhaite. Je le souhaite comme tout un chacun, si vous voulez. Mais je pense que chacun a le droit de mesurer et éventuellement de ne pas se faire vacciner s'il considère que les éléments qu'il a en sa possession ne sont pas suffisants pour pouvoir se faire vacciner. Marine Le Pen, la double polémique autour de la loi sur la sécurité globale avec l'article 24 et l'évacuation musclée du camp de migrants par les forces de l'ordre lundi soir à Paris. Vous avez accusé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de lâcher les policiers après son annonce d'une enquête ouverte, d'une enquête interne. Est-ce qu'il n'est pas anormal d'enquêter s'il y a eu des débordements ? Non mais attendons, revenons d'abord à cette mini-loi sécurité globale qui porte très mal son nom parce que c'est pas du tout une loi sur la sécurité globale, c'est une loi sur l'interconnexion du travail entre la police municipale et la police nationale. En fait, c'est une mini-loi, c'est une loi faiblarde. Franchement, le niveau d'insécurité dans notre pays, les dangers qui pèsent sur nous méritaient une grande loi avec des mesures fortes. C'est pas choisir, et j'ai beaucoup de respect pour eux, choisir la couleur des habits des gardes champêtres. Vous voyez, beaucoup de la loi, c'était ça. Sur l'article 24, l'extrême gauche a fait énormément de barouf. La réalité, c'est que cet article, au-delà du fait qu'il est, à mon sens, en grande partie inapplicable, était en fait un article symbolique qui visait à exprimer à l'égard des forces de l'ordre un soutien de la part de la représentation. Mais il peut y avoir une restriction des libertés individuelles aussi et de la presse, non ? Non, mais il n'y a pas de restriction. Tout ça n'existe pas dans l'article 24. L'article 24 n'interdit pas de filmer, il n'interdit pas la captation d'images, il interdit la diffusion de ces images dans le but chic des forces de l'ordre. Voilà. Moyennant avec la demande d'autorisation. Moyennant quoi, je vous le dis clairement, comme je l'ai dit à l'Assemblée nationale, cet article ne mérite ni un excès d'opprobre, ni un excès d'honneur, parce qu'il y a toute une série d'articles qui sont là pour protéger les forces de l'ordre et qui ne sont jamais appliqués. Voilà. Elle est là la réalité, c'est que normalement, le ministère public devrait poursuivre tous ceux qui menacent de mort des policiers sur quelque publication que ce soit. Ça n'est jamais fait. Donc commençons par faire ça. À mon avis, il fallait commencer par faire ça. Mais là, en l'occurrence, si vous voulez, hier soir, avant-hier, lundi soir, lundi soir, donc il y a une grosse provocation d'extrême gauche, comme d'habitude. Au passage, quand je vous parlais d'arbitraire, tous ceux qui ont entendu les mesures d'hier qui sont imposées, les commerçants, avec les 8 mètres carrés, et évidemment, ils sont en colère lorsqu'ils voient une manifestation de milliers de personnes, comme hier soir, place de la République, à touche-touche, en train de postillonner et de s'égosiller. Voilà. Mais est-ce qu'il n'est pas normal d'enquêter s'il y a eu des débordements ? Mais bien sûr. Mais écoutez, la police est l'administration la plus contrôlée de toutes. Il est tout à fait normal s'il y a des gestes qui sont condamnables ou que l'on présume condamnables, parce qu'il y a aussi des contextes qu'il faut analyser, que l'IGPN s'en saisisse, c'est le cas. Il y a deux
actes lors de cette manifestation qui font l'objet d'une enquête judiciaire et d'une enquête administrative, dont un croche-pied. Voilà, je veux dire, on en est là. Or, le ministre Darmanin s'est précipité dans un tweet où on avait le sentiment qu'il lâchait collectivement les forces de l'ordre, alors qu'encore une fois, les forces de l'ordre font un travail qui est un travail remarquable pour l'immense majorité, bien sûr, d'entre eux, dans des conditions qui sont extrêmement difficiles et rendues très difficiles par des actes de provocation de l'extrême gauche, comme c'est le cas, il faut le dire, à chaque fois. Allez, Marine Le Pen, question avec Cécile Ménibus, le temps file. Oui, plusieurs cadres de Debout la France, dont le porte-parole, Jean-Philippe Tanguy, ont annoncé qu'ils se rallient à vous, en tout cas pour la candidature de 2022. Ils ont critiqué la stratégie de Nicolas Dupont-Aignan. Est-ce que vous les appelez à vous rejoindre ? Mais moi, que les choses soient claires, je pense que nous sommes dans une situation où la France est à la croisée des chemins. Le choix qui devrait être fait en 2022 sera un choix qui va engager notre avenir, nos enfants, leur sécurité, leur avenir, y compris leur avenir professionnel, bien entendu, leur liberté. Voilà. Donc j'appelle tous ceux qui ont compris cet enjeu fondamental à me rejoindre, bien entendu, et à rejoindre ma candidature présidentielle. Mais je ne veux absolument aucun mal à Debout la France, ni à Nicolas Dupont-Aignan. Mais qu'il vous rejoigne, Dupont-Aignan. Mais vous bien l'appelez à sûr vous que je rejoindre. le souhaiterais, parce que je pense qu'il faut constituer une très grande dynamique pour pouvoir faire face Robert à la Ménard aussi. politique mondialiste d'Emmanuel Macron. Robert Ménard aussi. Mais tout le monde... Jean Parce Messia. qu'il y a eu des critiques, il y a eu quelques critiques. Oui, bien sûr, il y a des critiques. Je suis mal coiffé, j'ai pas mis la virgule au bon endroit, etc. Bien sûr, mais moi je Non, les parce appelle. qu'ils disent que Mais vous ils ont n'êtes pas le en mesure droit. de gagner, en fait, Mais en écoutez, 2022. Oui, mais d'accord, mais ils ne nous disent pas qui est en mesure de gagner. Or, je suis désolé, mais moi je suis déjà en mesure d'être au second tour, et donc je suis en mesure de gagner. Elle est là, la réalité, et tant qu'ils ne démontrent pas que quelqu'un d'autre est capable de le faire, je pense que tout ça stérilise notre positivité, stérilise notre dynamique. Donc je leur dis, vous avez critiqué, c'est parfaitement votre droit, moi j'accepte tout à fait les critiques, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais regardez la situation de la France, regardez la gravité de cette situation, et dites-vous qu'à un moment donné, il faut mettre les critiques de côté et venir participer à cette grande aventure qui va être le redressement de notre pays, qui en a bien besoin, croyez-moi. Merci Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National, était l'invitée ce matin de Sud Radio. Et tout de suite, le journal.